Cet épisode du podcast du GCR vous est présenté par Softivac-Soil, partenaire du GCR depuis 2018. Softivac-Soil collabore exclusivement avec les groupes de distribution automobile à travers des offres de protection des peintures à forte valeur ajoutée. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ces podcasts avec aujourd'hui René Seda et j'allais dire son DRF, son directeur du réseau France préféré, Jean-Frédéric Piotin. Nous allons parler des années 2000 ou plus exactement, je ferais mieux de dire que nous allons parler des années René Seda. Car René, tu as été président avec en face de toi 3 directeurs commerciaux France, 3 DCF bien différents. Oui, j'ai effectivement connu 3 DCF. Marie-Christine Cobé, Jacques Chauvet et Bernard Cambier. Les relations DCF-GCR n'ont pas changé fondamentalement, mais la personnalité des DCF a fait quand même des différences en ce qui me concerne. Marie-Christine Cobé, elle, j'ai été très très bien reçu. Elle était DCF depuis 1 an. Je l'avais connue quand elle était chez RRG. Elle était assidue à mes commissions après-vente, donc le contact a été facile. Alors elle, c'était une personne qui connaissait parfaitement le réseau, donc c'était compliqué de manœuvrer. Elle était rigoureuse, mais en même temps très humaine, très attentionnée. Chaque année, début juillet, alors c'était en fonction de ses dates à lui, le 4, le 5, le 6, c'était toujours de 15h à 16h, on voyait le président Schweitzer avec Marie-Christine, mais c'était des moments très intéressants parce que le président Schweitzer, il était affalé dans son fauteuil, t'avais l'impression qu'il dormait, puis tout à coup tu disais un truc, t'avais ses yeux qui s'allumaient et c'était étonnant quoi. Et quand il était intéressé, il sortait un vieux bout de papier et avec son bout de crayon qu'il prenait dans l'autre poche, il notait. Je disais, là je dois avoir marqué un point. C'était étonnant. Jacques Chauvet, lui, c'était très différent. Je le connaissais aussi puisque son passage à la pièce, j'étais à la commission après-vente. Donc le contact a été hyper facile. Bernard Cambier, lui, c'est pareil. Je l'avais connu aussi avant à la pièce. Donc le contact, aucun souci. Alors lui, par contre, il avait une connaissance approfondie du réseau. La relation individuelle était très très bonne et c'était un individu qui était très sympathique quand il aimait la relation, parce que quand il l'aimait pas, il pouvait être affreux. Certains après moi l'ont compris. Au niveau du réseau, mon mandat était concomitant avec le règlement européen, le multimarquisme et la montée en puissance des groupes, d'où la réaction du GCR d'avoir fabriqué, créé le comité stratégique qui comprenait les 30 plus gros concessionnaires français. Ma chance au GCR a été d'avoir une belle équipe au bureau national. Nous étions des amis avec des commissions qui marchaient plutôt très bien, on produisait des dossiers, donc la relation avec la DCF était plus simple puisqu'elle était assez technique. Jean-Frédéric, enfant de la DCF, tu t'es exilé pendant 6 ans, n'est-ce pas, au début de l'aventure Dacia en Roumanie. Quel réseau France retrouves-tu au milieu de ces années 2000 ? À la fois un réseau et une DCF bien différents de ceux que tu avais quittés 6 ans avant ? Effectivement, j'avais passé 6 années exceptionnelles en Roumanie, depuis le rachat de la marque Dacia jusqu'au moment où on avait lancé Logan en France. Et c'est vrai que j'ai redécouvert la direction commerciale France, tout d'abord au poste de directeur des ventes spéciales, c'était en 2005. Et puis en 2006, Jacques Chauvet m'a confié les clés du camion, c'est-à-dire les clés de la direction du réseau. Le constat que je pouvais en faire était d'ailleurs assez simple. On avait un règlement d'exemption qui arrivait et le précédent règlement, c'était concentration des réseaux avec pour objectif de réaliser des économies d'échelle. Mais effectivement, à cette époque-là, il faut s'en souvenir, la Commission, elle souhaitait imposer un modèle de distribution sélective et multimarque. Alors, en réponse, les constructeurs, pour éviter de retrouver des initiatives de concurrents d'autres marques qui seraient intervenues au niveau de notre réseau, eh bien, ils avaient augmenté et ils avaient exigé des distributeurs de nouveaux standards plus élevés. En somme, les entreprises de distribution, celles que je constatais, notamment nos concessionnaires adorés, ils n'avaient absolument pas profité des économies d'échelle dues à la concentration. Et au contraire, ils avaient enregistré une dégradation importante de leur rentabilité, conséquence de standards plus élevés.
Et puis, comme le disait aussi René, ce qui était un peu différent, c'est que même si on vendait 500 000 Renault à cette époque-là, il y avait une particularité, c'est qu'on était rentré dans le multimarquisme. Je crois d'ailleurs que le premier qui était rentré à mon époque, c'était Olivier Lamiraud, qui était rentré avec la marque VV Audi. Et on avait à peu près une trentaine de pourcents de nos concessionnaires qui étaient devenus multimarques, ce qui pouvait éventuellement changer la donne. Les patrons, ils étaient plus les mêmes que ceux que j'avais connus dans les années 70. La multiplication des sites, d'ailleurs, leur nécessité de s'entourer d'un niveau d'encadrement qui était sans doute plus mature. Et puis, la relation étroite qui existait entre Renault et son réseau, il y avait la crainte de ce multimarquisme qui pouvait impacter cette relation. Vous venez de nous dresser le portrait, nous rappeler ces années, mais alors finalement, comment un président du GCR travaillait avec le directeur du réseau et finalement, quelle était votre relation ? Entre un président du GCR et un DRF, c'est l'endroit des frictions, puisque le DRF, c'est lui qui est chargé des basses besognes de la DCF. Donc, avec Jean-Fred, là, c'est pas pareil. On est tombé sur un garçon qui avait une expérience de terrain énorme, puisque c'était un ancien vendeur, donc il connaissait à peu près tout. Et il venait nous expliquer ce qu'il fallait faire avec sa démocratie Ceausescu. 6 ans de formation, ça marque. Donc, ça fritait très souvent. Mais ce qui était curieux, c'est que c'était toujours dans une bonne ambiance avec lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon petit mot de départ pour le Maroc, j'ai parlé du syndrome de Stockholm parce que malgré tous les accrochages qu'on a eus, je l'aimais beaucoup. C'était d'ailleurs pour moi un moment important parce que c'est simple, lorsqu'on arrive dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise, on est toujours un peu suspicieux de la relation qu'on peut avoir avec les gens parce qu'on peut se demander si c'est la fonction qui crée cette relation. Le moment où on quitte cette entreprise, on est débarrassé de tout cela et on a une véritable vision de ce que les collaborateurs avec lesquels on a travaillé ou les collègues, le concessionnaire avec lequel on a travaillé, on a une vraie vision de ce qu'ils pensent de vous. Et le syndrome de Stockholm de René, avec sa verve et son humour habituel, m'avait personnellement beaucoup touché. Alors c'est vrai qu'avec René, on a eu pas mal de passes d'armes, c'est exact. Mais toujours, il faut se le dire que c'était des relations qui étaient marquées de respect mutuel, de franchise, de transparence, tout simplement parce que on fait le même métier. On faisait le même métier dans des camps différents, mais avec la même logique. On ne peut gagner, et je pense qu'il faut que les générations futures s'en souviennent. Nous, maintenant, on est des vieux machins, mais on ne peut gagner que lorsque l'opération est win-win. Lorsqu'il y a un des deux qui perd, c'est une opération qui va pas toujours très loin. Et il y avait un véritable équilibre entre les deux camps. Et ça, c'est important. C'est aussi l'époque de changements structurels, d'organisation, tant pour la DCF vis-à-vis du réseau, mais aussi au sein du GCR. Alors finalement, ces évolutions étaient-elles indispensables ? Complètement, puisque c'était Bader qui avait impulsé ces modifications, c'est Duchemin qui les a poursuivies, et on a restructuré le GCR autrement aussi, avec un gars pour la prévente, un gars pour la vente, et moi j'ai bénéficié à plein de cette restructuration, puisque elle était en place, il suffisait de la développer. C'est évident que l'organisation même de la DRF et son management a dû évoluer tout simplement parce que il faut se rappeler du contexte qu'on vient d'évoquer précédemment, au contexte de concentration des acteurs, des investisseurs, multimarquisme, tout ça c'était indispensable pour concevoir une nouvelle organisation et un management différent. Et à cette époque, on avait lancé un projet qu'on avait appelé 3D, qui était une organisation qui se devait être plus proche du terrain et surtout une organisation fabriquée comme des poupées russes. Comme on avait concentré les directeurs régionaux, on les avait aussi choisis pour leur qualité professionnelle et managériale, mais surtout, on avait mis en place des directeurs régionaux qui étaient capables de pouvoir arriver à décider, qui avaient les moyens, et notamment les moyens financiers, de pouvoir décider. Vous pouvez donc parler, à cette époque, de pure décentralisation. On avait mis 2 managers qui étaient en appui du DR, un qui était spécialiste pour le commerce, un pour le service, qui étaient des spécialistes l'un et l'autre dans leur métier, et puis on est allé au bout de la démarche en mettant un zone manager qui était patron sur le territoire qui lui était confié. Alors ça nous facilitait les choses parce que chaque mois, à la direction du réseau, on recevait les directeurs régionaux et on travaillait la stratégie. Et puis après, derrière, en parallèle, on recevait les 10 experts VN et après-vente dans une réunion où ils recevaient le déploiement, les plans d'action concrets et ils les mettaient en œuvre directement pour les déployer dans le réseau. C'est ça que j'appelle les poupées russes. On avait même obtenu, je me souviens à l'époque, de la Sodicam et de la DIAC qui modifient aussi leur organisation pour être dans le même état d'esprit. Et puis, tu me demandes pourquoi. Le pourquoi, c'est que le management, il fallait qu'il s'adapte au contexte. Il fallait qu'on ait un discours qui soit différent, qui soit un discours investisseur face à des patrons de groupe, mais en gardant une relation terrain avec les responsables de site.
Puis pour la vision investisseur, on avait construit avec un garçon qui avait une grande technique dans le domaine qui était Norbert Hugon, on avait construit un outil qui permettait de compiler les comptes d'exploitation et de faire la comparaison de toutes les affaires. Et quand on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le vrai sens du mot partenariat, il était là. Parce que cet outil, on pouvait le percevoir, vu du réseau, dans deux orientations différentes. La première, un outil de contrôle qui permettait aux constructeurs de piloter la rentabilité des concessionnaires. Ils aimaient bien ça. Et puis, un deuxième outil qui pouvait être un véritable outil de management qui permettait aux concessionnaires et aux investisseurs de se benchmarker afin de progresser. Et nous, on avait choisi la deuxième orientation. Dans les grandes modifications du constructeur par rapport au réseau, on oublie trop souvent la première, qui pour moi est presque la plus importante. Il s'agit de la création de Cogera. Cogera qui nous a été présenté normalement comme une aide au réseau, mais qui était aussi un instrument de management du constructeur par rapport à son réseau. Il ne faut pas l'oublier. Après, il y a eu les 13 DCZ qui sont devenus 7 DR, les managers, les modifications. Bon, elles correspondaient à l'évolution du réseau qui passait de garagiste à chef d'entreprise. Là, il n'y a rien à dire. Et la pression, parce qu'il y a toujours un constructeur qui met la pression sur son réseau, la pression a changé de nature. Avant, on avait, pour chaque activité, on avait un collaborateur de Renault dans l'entreprise tous les jours. À ce moment-là, la pression a changé, elle est devenue une pression par des critères. Alors ça a été un de mes grands combats, c'était Rivoal à cette époque, avec un frais. Il m'avait sorti au début 66 critères de gestion. À la fin du combat, il n'y en avait plus que 22. Donc c'était un grand combat. Il y a un événement majeur pour nous tous qui marque ces années, c'est le déploiement de Dacia en Europe et bien sûr en France. Petite ou grande révolution, on laissera à chacun le soin de se prononcer sur le sujet, mais on dit qu'un président du GCR aurait soufflé l'idée ou conforté l'idée à l'oreille du président de Renault, Louis Schweitzer, sur la commercialisation de Dacia en France. Et j'avais une DCF qui était contre la commercialisation en Europe occidentale. Et donc, c'était en 2004, je pense en juillet. Je me suis arrangé parce que j'avais marqué dans le papier que je faisais avant d'aller le voir et que je donnais à la DCF, j'avais marqué tout à la fin Dacia. Et Marie-Christine m'a dit, de quoi tu veux parler, Dacia? Oh, je dis non, je veux en parler comme ça. Et puis, j'ai réussi quand même, là j'étais assez fier de pouvoir en parler sérieusement. Et il me dit, mais vous pensez quoi? Moi je lui dis, vous voulez pas les distribuer en France et en Europe occidentale, mais vous les aurez quand même. Il me dit, comment? Moi je dis, les mandataires vont pas se priver et vous aurez une distribution complètement pourri avec une image délétère et vous aurez rien de bon du tout. Fin 2004, on avait donc présenté Logan au réseau Monde de Renault et aux journalistes en 2 jours avec sur l'estrade 2 voitures, une qui avait été cross-badgée en Dacia et l'autre qui avait été cross-badgée en Renault. À la demande d'ailleurs de Manuel Gomez, qui voulait vendre ces voitures-là en Amérique du Sud, et donc on avait mis les 2 logos. Et en retour à cette réunion, il y avait eu un retour dithyrambique de la part des réseaux Monde et de la part des journalistes. Et dans l'avion qui nous a ramenés à Pitești, dans l'avion de Louis Schweitzer, qui nous ramenait à Pitești avec Christian Esteve pour présenter l'auto aux autorités roumaines, Schweitzer qui avait toujours dit que le produit Logan à $5,000 était réservé aux pays émergents, il était convaincu du succès de la voiture et de la marque après ces 2 journées de présentation. Et dans l'avion, il nous a dit, écoutez, on va la commercialiser en Europe. On avait donc 0 temps pour tout préparer, les pièces de rechange, la distribution, tout ce qu'on veut, et donc il a fallu lancer ça un peu en vrac. Et en 2006, quand il a fallu lancer ça dans le réseau Renault en France, j'ai commencé à faire des corners Dacia dans les showrooms Renault. Déjà, c'était rock'n'roll. On y est allé pas à pas. L'engouement des clients a fait le reste. D'ailleurs, c'est surtout quand on est passé de la voiture low cost à la voiture maline. Et puis, quand on est passé au Dacia Box, alors là, il fallait que les investisseurs nous fassent confiance. J'ai un souvenir marquant, celui d'un garçon que j'ai retrouvé après derrière, qui s'appelait Antoine Guillou, qui était directeur général de PGA à l'époque. Il m'a demandé à la sortie d'une réunion qu'on avait si j'avais pas pris des substances illicites. L'avenir nous a prouvé, et j'espère qu'il m'écoute, qu'on avait quand même un excellent plan malgré ce qu'il pensait. Je disais, il faut rendre vraiment hommage à Schweitzer, car c'est lui qui a soutenu, développé, construit ce programme aux grandes dames de tous les autres. J'ai souvenir d'un directeur du marketing à l'époque qui s'appelait Dombreval, moi dans ma fonction de patron monde de Dacia à l'époque, qui m'interdisait d'aller voir ses partenaires dans les pays européens parce que c'était Dacia. Il y a que Schweitzer qui a décidé de ça et qui venait nous voir tous les mois. C'est lui tout seul, hein. Vous avez parlé tout à l'heure de moments épiques entre vous, du syndrome de Stockholm, dont on a parlé au départ de Jean-Frédéric Piotin de la France pour le Maroc.
Finalement, quelle est pour vous la qualité numéro 1 du partenariat ou même la qualité incontournable de la relation entre le réseau Renault et son constructeur? La vraie valeur ajoutée, bien c'est simple. D'abord, elle est visible. On donne à la marque une visibilité à peine croyable avec nos cathédrales, qui ont été toujours un peu trop fortes, avec des standards du constructeur quand même. Parce que maintenant, on aurait tendance à nous dire, vous êtes trop gros. Ouais, d'accord, mais on a été obligé d'y passer si on voulait rester. C'était des standards. Et puis la valeur ajoutée, eh bien, c'est quand même le contact humain avec les gens. Bon, il est sûr que la population change de mentalité. Les jeunes sont beaucoup plus intéressés par Internet et ces choses-là. Mais moi, quand même, sur des produits 15, 20, 50, 100 000, j'aime bien voir avant, et j'aime bien essayer. Et à part, si c'est avec nous, je vois pas chez Leclerc une tête de gondole sous blister. Ça me paraît compliqué, autrement qu'avec un réseau. Je voudrais dire que ce qu'on vit avec Monsieur Tavares aujourd'hui, c'est-à-dire la déclaration que la distribution lui coûte 34%, que c'est trop, eh bien, j'ai connu. Nous, il s'appelait François Fray. Il avait déclaré que les frais commerciaux étaient de 30%. À cette époque, au GCR, avec nos habitudes de l'époque, on avait fait une étude et on avait trouvé que le coût du réseau était de 9%. 9% avec tout ce qu'on étalait auprès des particuliers et des entreprises, ça me paraît pas beaucoup. Et le CNPA a fait une étude ces jours-ci, alors je connais pas la valeur de l'étude, mais eux, ils auraient trouvé 7% aujourd'hui. C'est possible, puisque avec les économies d'échelle que les réseaux ont fait, ça a sûrement diminué. Alors moi, j'en ai tiré un théorème de tout ça. Quand le constructeur va bien, dans son arrogance culmine, j'allais dire augmente, non, elle culmine. Et à ce moment-là, le réseau devient un coût dont on pourrait se passer. Quand le constructeur va un peu moins bien, le réseau reprend de la valeur et la discussion redevient possible. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un juste équilibre. Et j'ai un vieux proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, tu marches seul. Si tu veux aller loin, tu marches ensemble. » Pendant ma présidence, quand certains concessionnaires avaient des difficultés, je suis intervenu personnellement pour que leur cas soit étudié. Je n'ai jamais eu de refus. Je n'ai pas d'exemple pendant ma présidence que Renault ait laissé tomber un concessionnaire. Sans flagornerie, Renault avait, et je crois qu'il l'a toujours, le meilleur réseau au monde. Et c'était le meilleur réseau pour deux raisons. La meilleure, c'était les véritables garagistes passionnés par le métier. C'était les garagistes qui avaient confiance dans leur constructeur. Alors avec ces deux piliers-là, on était total imbattable. Jean-Frédéric et René, merci beaucoup. Cet échange, je crois, nous a tous replongés dans ces années incroyables qu'on a vécues tous ensemble. Des années du multimarquisme, du développement de l'Alliance de Nissan, du développement bien sûr de Dacia. Et puis, avec à la clé, je retiens vos mots, l'équilibre du partenariat, la proximité, la confiance et bien sûr l'écoute et la fidélité. Merci beaucoup. Cet épisode du podcast du GCR vous a été présenté par Softy Vaxol, partenaire du GCR depuis 2018. Softy Vaxol collabore exclusivement avec les groupes de distribution automobile à travers des offres de protection des peintures à forte valeur ajoutée.